Et pour débuter cette émission, nous accueillons Malika sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Malika. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Malika et d'où nous appelez-vous? Je suis à côté de Boulogne-Billancourt et je vais sur ma soixantaine. D'accord. Bien. De quoi voulez-vous me parler Malika? En fait, je voulais vous raconter un petit peu beaucoup, mon histoire, en fait, qui est douloureuse, dramatique. Voilà, j'en ai gros sur la patate. J'ai un fardeau qui pèse des tonnes sur mes épaules et là, je suis arrivée à un stade où je suis au bout du bout. Donc voilà, il faut, je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre, Mhm. mais en tout cas, j'ai envie De de raconter parler. cette histoire et que Mhm. les gens qui me connaissent apprennent vraiment à me connaître parce qu'en fait, ça fait Il- des années que je vis des choses très très difficiles et la plupart des gens qui me connaissent ne connaissent rien de moi en fait. D'accord, d'accord. Ils ne vous Voilà. connaissent pas vraiment en fait. Non, puisque j'ai jamais raconté mon histoire. Ah d'accord, ok. Puis-je vous demander avant que vous nous la racontiez cette histoire, pourquoi vous décidez aujourd'hui à la raconter? Pourquoi? À cause de l'âge. Déjà, je vois que bon, voilà, il me reste, je sais pas combien d'années à vivre, donc j'arrive, voilà. Parce que j'ai été traitée de mauvaise mère et à cause du décès de ma mère. Voilà, ma mère est partie malheureusement et elle est partie sans jamais m'avoir vue heureuse, hein, sans jamais m'avoir vue tranquille. Voilà, donc elle est partie en larmes. Elle a passé son temps à pleurer. À chaque fois qu'on se voyait, elle pleurait Oui. sur ce qui m'est arrivé. Et donc, c'est aussi pour elle que je le fais aujourd'hui. Quelque part, votre maman, quand elle s'en va, estimait avoir raté sa mission de maman, de ne pas vous avoir protégé comme il le fallait? Elle a fait ce qu'elle a pu, malheureusement. Elle n'a Mhm. pas. On fait souvent comme on peut, hein. Voilà. Souvent, le rôle de parent est un rôle dont on prend bien évidemment conscience dès que qu'on devient parent, on ressent cette grande responsabilité qui est la nôtre. Mais après, je le dis souvent, on fait comme on peut. Je l'ai souvent dit à mes parents. Ma Mm. fille, qui a 20 ans aujourd'hui, le sait aussi. Être parent, c'est quelque chose de compliqué et on fait comme on peut. Euh, Cette histoire douloureuse, vous allez nous la raconter aujourd'hui parce que vous avez aussi besoin de la déposer quelque part, hein. Voilà, tout à fait. Je vous écoute. Donc, Vous avez longtemps hésité, m'avez-vous dit, et longuement euh, réfléchi avant de nous écrire et oui, parce que excusez-moi. je vous en prie. Oui, je savais pas trop par quel bout commencer. Je ne savais pas à qui m'adresser. Je ne savais pas si ça trouverait mon histoire trouverait un écho. Et c'est pour ça que là, je me suis dit bon, je vais tenter. Et puis voilà, merci de m'avoir répondu rapidement. Mais je vous Merci en de prie. m'accueillir et merci de me donner la possibilité d'enfin me débarrasser de cette histoire et de pouvoir, j'espère pouvoir tourner la page et vivre un semblant de vie heureuse, même si c'est impossible. Vous pensez que c'est Voilà. impossible vraiment maintenant? Oh, je pense que oui, oui, oui. C'est-à-dire que, enfin, je vais vous raconter, vous verrez, et vous me direz. D'accord. Je vous écoute, Malika. Alors, je vais essayer de pas trop m'étaler parce que c'est une histoire qui est très très lourde et qui dure depuis des décennies. Donc, je vais essayer de reprendre les choses de façon, comment dire, chronologique. Oui. Ce sera peut-être Oui, oui, plus simple complètement. pour moi pour éviter de trop Faites au plus m'éparpiller. simple pour vous, hein. Moi, je suis là Voilà. pour vous aider à vous raconter. Merci, c'est gentil. Alors voilà, moi j'ai grandi à Paris, à Ménilmontant. Mhm. Voilà, donc je suis de parents une algérienne mais kabyle. Et voilà, donc mes parents sont arrivés dans les années 50-60. Mon père a très très vite, donc il est venu pour travailler, pour bien gagner sa vie et puis pour faire vivre sa famille, bien sûr, comme tous les Kabyles de l'époque pendant les Trente Glorieuses. Mhm. Donc voilà, donc très vite, il a travaillé un petit peu partout et puis il a décidé pour mieux gagner sa vie d'ouvrir un commerce.
Donc voilà, donc nous on vivait correctement. Moi j'allais à l'école, j'avais mes copines à l'école, donc à Ménilmontant et entre Ménilmontant et Oberkampf, tout allait bien. Et puis quand j'ai eu l'âge de 11 ans, mon père a décidé qu'on allait rentrer en Algérie, donc pour qu'il puisse revoir sa famille et puis qu'on puisse aussi nous connaître un petit peu les nôtres. Oui. Donc voilà, donc on est parti en Kabylie, et donc j'avais 11 ans, tout allait bien, c'était le paradis. On a quitté le béton de parisien pour se retrouver dans la campagne kabyle avec les montagnes, la rivière, Oui. la La verdure, les beauté, figues Barbarie la beauté de et la les figues Kabylie. fraîches. Oui. Pardon? La beauté de la Kabylie. Voilà, la beauté de la Kabylie. Donc voilà, donc pour moi c'était franchement c'était le paradis quoi. Et très vite, donc tout allait bien. Bon, c'était l'occasion pour moi de rencontrer mes grands-parents, bien sûr. À l'époque, ils étaient encore en vie. Et puis même mes tantes, mes oncles, mes nièces, mes neveux, enfin voilà, les gens du village, mais aussi les gens de ma famille. Donc tout allait bien, j'étais heureuse et on y a été pendant 3-4 ans. Et pendant les 3-4 ans, en fait, comme j'étais un petit peu l'immigrée, quoi, entre guillemets l'immigrée, la française, donc j'étais un peu la bête curieuse du village. Oui. Et tous les garçons du village, en fait, voulaient se marier avec moi. Parce que je détonnais un petit peu. Voilà, donc régulièrement, des mamans venaient dire à ma mère, ah, surtout ta fille, hein, tu nous la laisses, il y a mon fils qui veut se marier avec elle. Donc, Tous les et garçons ça donc revenait voulaient, sans... voulaient, Pardon? tous les garçons voulaient se marier avec vous, donc du coup. Voilà, voilà. Mais c'est pas parce que j'étais belle, c'est parce que j'étais étrangère et puis voilà, je venais de France, donc c'est ça Vous aviez, voilà, vous aviez un petit truc en qui plus. les attirait, c'est pas. Oui, Pardon? vous aviez un petit truc en plus, le fait de venir de Voilà, c'était France. oui, 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 c'est juste le fait d'être étrangère entre guillemets. Mhm. Et donc voilà, donc ça s'est passé comme ça et donc j'avais l'habitude, donc je me suis pas trop inquiétée. Je disais non, ça me faisait rire, je hurlais des fois parce que bon, des fois les femmes insistaient en me disant si, 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 mon fils il te veut, etc., etc. Donc les années ont passé, il s'est écoulé 3 ans. Donc les vacances on les passait en Kabylie et puis après le reste du temps, on était en France quoi. Donc j'ai fait ma maternelle, ma primaire et dès le début du collège. Et donc je suis rentrée au collège et à la fin de l'année, donc du coup on est parti en vacances comme on le faisait tous les ans. Donc j'arrive en Kabylie, donc pareil, les gens, les femmes venaient voir ma mère en répétant toujours les mêmes choses et ma mère disait non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, etc. Mais entre-temps, mon père avait été manipulé par un de ses oncles, donc en qui il avait énormément confiance, qu'il idolâtrait. C'était pour lui Dieu Tout-Puissant. Et donc, du coup, il lui avait demandé à plusieurs reprises déjà d'épouser, de prendre une de nous, mais moi, une de mes sœurs. Oui. Et mon père avait toujours dit non, et ma mère a été contre, quoi. Sauf que cette année-là, mon père, il n'a pas pu dire non. Il n'a pas pu dire non, donc je ne sais pas Pourquoi ce qui s'est passé. n'a-t-il pas pu dire non? Pardon? Pourquoi n'a-t-il pas pu Je dire ne sais non? pas, la manipulation, il était sous emprise. Il était complètement sous emprise. Je pense que mon père devait être usé par la vie. Usé par la vie, le ras-le-bol qui l'appelle, qui le harcèle, Voilà, donc il a fini par dire oui, mais je ne sais pas s'il s'est vraiment rendu compte Mhm, mhm. des conséquences. Il y a tout de même cette tradition ancestrale qui continue d'œuvrer au Maroc comme en Algérie, encore aujourd'hui, de promettre son enfant, sa fille, à un mariage généralement alors ami ou cousin, mais c'est encore une tradition qui existe aujourd'hui. On a encore des problématiques de ce genre. Oui, oui. Vous aviez quel âge là, à ce moment-là? Vous aviez 14 ans? 14 ans. 14 ans, 14 ans. mon Dieu. Mais moi, mon père, il n'avait rien promis. Il n'avait Moi, mon rien père, il promis. n'avait rien promis. Oui, C'est-à-dire que c'est les autres, son oncle, qui venait le harceler en permanence. oui, je comprends. Et donc, du coup, mon père, il a fini par céder, quoi. Il n'avait rien promis. Donc, voilà, donc je me suis retrouvée... donc, voilà, donc c'était juste les 15 derniers jours des vacances. Oui. Donc, moi, je ne savais pas, on m'avait tout caché. Vous vous On m'a rien apprêtiez dit. à rentrer, vous, en France, tranquillement, à reprendre l'école, je suppose. Oui. Oui, moi j'ai commencé à préparer mes affaires pour rentrer en France. Je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Et puis un jour, je vois des gens à la maison qui étaient en train de préparer les festivités.
Et donc, quand je demandais c'était pourquoi, c'était pour qui, on me disait non, non, t'inquiète, c'est rien du tout, etc., etc. Donc, moi, je continuais à aller vadrouiller à droite à gauche. J'étais chez mes tantes, chez mes copines. Voilà, j'allais à la fontaine chercher de l'eau parce qu'on n'avait pas d'eau à la maison. Donc, je me suis pas pris la tête plus que ça parce que je savais pas, j'étais pas au courant. Et puis voilà, et puis un jour, voilà, mon père m'annonce, il me dit voilà, tu t'es mariée, maintenant tu vas aller vivre à Alger. Donc j'ai dit jamais de la vie, Quel je vais me souvenir vous suicider. gardez de cette annonce-là, Malika? Ben ben, c'est-à-dire j'ai eu l'impression que j'étais en train de mourir. Oui, J'ai tout fait, oui, oui, oui. je- j'ai tout fait, j'étais C'est en un train de mourir. cauchemar. C'est un Un véritable cauchemar, cauchemar. je savais pas. Voilà, tétanisée, je sais pas. Je pensais qu'il blaguait encore. Parce que mon père était un gros blagueur. Un taiseux, mais un blagueur. Mhm. Et donc, je pensais Il qu'il vous me aimait racontait. énormément, votre père, en plus. Pardon. Il vous aimait beaucoup, votre père. C'était un homme J'espère. aimant. Je pense, j'espère. Oui, bah, vous devez le savoir quand même qu'il vous aimait très fort, votre papa. Oui, 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 oui. Il m'aimait à sa façon, du Oui, moins. oui, oui, oui. Je Comme comprends. les gens de sa génération. Oui. Et donc voilà, donc du coup, voilà, du jour au lendemain, je me suis retrouvée un jour, il y a des voitures qui sont arrivées, et puis on m'a mis dans la voiture, dans une voiture, et j'ai été encadrée de femmes que je connaissais même pas, et je me suis retrouvée, et voilà, les voitures ont démarré, puis je me suis retrouvée à 200 kilomètres de chez moi. Mon Dieu. C'est-à-dire à 200 kilomètres, c'est-à-dire que 200 kilomètres de chez nous, vous en Kabylie. Hein. oui, 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 en Oui. Kabylie, oui, oui, oui. C'est-à-dire que le village de mes parents, c'est en Kabylie à 200 kilomètres. Et je me suis retrouvée donc à Alger, à la Casbah. C'est une ville que je connais pas du tout. Je n'avais jamais visité. Je ne connaissais pas du tout, à part Paris et la Kabylie. Je connaissais rien de l'Algérie. Hein. Mhm. Donc je me suis retrouvée donc dans la voiture. Et voilà, on m'emmène. Et il y a plein de gens, il y a plein de bruit, des festivités, des you-you, de la musique partout. Je ne savais pas, voilà, j'ai l'impression que c'était pas moi, quoi. J'avais l'impression d'assister à quelque chose qui me concernait pas. Oui, J'ai une l'impression sorte d'être. de film ou de pièce de pièce de théâtre dont Oui, vous êtes la spectatrice voilà, voilà, étrangère en fait. Vous n'êtes voilà, pas là. voilà. J'étais pas là. Et voilà. Et puis donc donc ils se sont mis, donc les personnes qui m'ont emmenée, donc elles parlaient tout en arabe. Moi je suis pas d'origine arabe, hein. Je suis d'origine kabyle. Donc l'arabe pour moi c'était une langue, c'était du chinois. Je comprenais rien du tout. Elles étaient en train de parler et puis elles m'ont déshabillée. Elles m'ont habillée, j'étais comme une poupée, comme un pantin. Elles m'ont déshabillée, elles m'ont habillée, elles m'ont voilà, mis des chaussures à talons alors que j'avais jamais mis de talons. Elles m'ont mis des robes avec plein de brillants. Elles m'ont maquillée comme une voiture volée, comme on dit. Elles m'ont fait des coiffures, etc. Puis elles m'ont emmenée dans une pièce et elles m'ont assis sur un canapé et elles m'ont dit de ne pas bouger. Donc voilà, donc j'étais là, j'étais assise, je regardais à droite à gauche, je voyais personne que je connaissais, je les entendais parler mais je comprenais rien à ce qu'ils racontaient. Et, euh, et voilà, et puis alors je ne sais pas, je peux pas vous dire parce que j'avais pas de montre ni rien, j'avais aucun point de repère. En plus, j'avais de la trouille, je ne savais pas ce qui allait m'arriver, donc voilà, et toutes les heures ou toutes les demi-heures, ils venaient, m'emmenaient devant tout le monde et ils me déshabillaient, ils me rhabillaient, ils me mettaient une autre tenue et ça a duré comme ça toute la journée. Ils me déshabillaient, ils me rhabillaient, ils me maquillaient, ils me pouponnaient, machin, me rasseillaient, etc. Et j'avais faim. Donc, à un moment donné, j'avais faim, j'avais soif, donc j'ai demandé à boire. Et on m'a dit non, 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 on ne peut pas te donner à boire, sinon tu vas aller aux toilettes. Les mariés ne vont pas aux toilettes. Après, j'ai demandé à manger. J'ai dit j'ai faim parce que ça faisait un moment que je n'avais pas mangé. Pareil, on m'a dit ah ben non, 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 tu manges pas, sinon tu vas aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'une mariée ne peut pas aller aux toilettes devant les autres. Apparemment, ça se fait pas, quoi. Je n'ai pas très bien compris. Et puis, donc voilà, je me rappelle qu'ils m'ont donné un petit truc à grignoter vite fait. Entre-temps, tous les invités sont partis et je me suis retrouvée dans une ville inconnue, dans une maison inconnue, avec des gens inconnus. Et j'étais là, perdue, complètement perdue. J'avais 14 ans, perdue. Je ne savais pas ce que, voilà, où j'étais, ce que j'allais Vous viviez devenir, un ce qui véritable m'arrivait. cauchemar. C'était. Ah ben c'est pire qu'un cauchemar. Quand j'ai rien que d'y penser, là,
j'ai des frissons. Bien sûr. Et puis, excusez-moi, et puis à un moment donné, donc ils sont venus, les femmes de la famille, elles sont venues, elles m'ont emmenée dans une chambre. Donc voilà, ils m'ont assis sur un lit. Et non, d'abord ils m'ont redéshabillée encore, redéshabillée, ils m'ont habillée en robe de mariée, ils m'ont remaquillée, ils m'ont voilà, et puis ils m'ont assis sur le lit, puis ils m'ont dit d'attendre. Donc j'attendais, je sais pas ce que j'attendais, mais j'attendais, donc j'étais assise là, tétanisée. Et à un moment donné, il y a un type qui est rentré, qui avait le double de mon âge. Il est rentré dans la chambre, donc quand je l'ai vu, en fait je l'ai reconnu, c'est quelqu'un que j'avais déjà vu à Paris. Ah bon? Quelqu'un que vous aviez Oui, déjà vu à Paris? D'accord. que j'avais déjà vu aperçu dans le commerce de mon père. Mais je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas qui il était. Et donc voilà, et puis comme et voilà, donc j'ai été violée. À 14 ans, vous avez été violée. 14 ans. J'ai été violée, il m'a étranglée parce que je voulais pas, je me débattais. Il voulait, voilà, donc du coup après il m'a jetée par terre. Et puis j'ai dormi par terre. À Lui, il a aucun dormi moment, dans son. on vous a Pardon? dit, à aucun moment, on ne vous a dit qui était cet homme? Ah ben on m'a dit c'est ton mari? Oui, c'est tout, mais d'où il sortait, qui il était, d'où Ah il non, non, venait? non, je savais pas du tout. Je savais pas du tout qui c'était. Je savais pas. Aucune idée. Et donc voilà, donc je me suis retrouvée à dormir par terre et puis voilà, j'ai fini par m'endormir parce que ça faisait déjà plusieurs jours que je mangeais pas et à ma faim et que je dormais pas. Du coup, je me suis endormie et puis le matin donc les femmes sont arrivées, Oui. elles ont enlevé les draps du lit et elles ont emmené les draps, elles ont emmené mes affaires et elles se sont mis à youlouter dans toute la maison. C'était pour annoncer au monde entier, du moins à tout le quartier, qu'en fait j'étais vierge. Moi, je ne savais pas tout ça, je connaissais rien du Oui, tout. bien Moi, ma sûr, bien sûr, préoccupation bien sûr. à Paris à 14 ans, c'était de faire des études, d'aller au cinéma, d'aller à la piscine, D'aller avec vos de copains, vos faire copines. d'être avec mes copines et puis de faire des conneries, hein, comme toutes Oui, les filles. Mais des conneries, c'était pas des oui, mais choses. de collégiennes. Des- Enfin, voilà, vous voilà, étiez une il y jeune. avait plus en plus à mon époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Hein, il y avait pas le portable, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les Facebook, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était vraiment voilà, aller piquer du raisin là où il y avait du raisin à Paris. C'est des petites choses comme ça, quoi. Ou alors aller attendre à la sortie des Buttes-Chaumont, là, les studios des Buttes-Chaumont, Claude François. C'était plus ça qu'on faisait. Oui, On attendait c'était toute la plus ça, en journée. fait, oui, bien sûr. Voilà. Et donc voilà. Donc et là, donc mes parents sont revenus en France et moi je suis restée dans cette famille inconnue avec voilà une famille inconnue. Je me suis retrouvée toute seule comme fille, comme femme, à part la mère de mon bourreau, de mon violeur. Et je me suis retrouvée à mon âge, je me suis retrouvée avec huit personnes à ma charge. Où je devais leur cuisiner, leur laver, leur linge, tout était à la main. Il y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de lave-vaisselle, il n'y avait pas d'eau chaude. Je devais tout faire à la main, laver tout. Donc toute la journée, le matin c'était la cuisine, passer la serpillière partout, et puis l'après-midi c'était laver le linge à la main avec l'eau froide, et puis étendre le linge, et puis le soir c'était le repassage. Et puis la nuit je me faisais violer, et ça a duré comme ça. Ça a duré 4 ans et demi. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Ça c'était à Alger. Et donc pendant les 4 ans et demi à Alger, donc moi mes parents ils étaient à Paris, j'avais pas moyen de les contacter, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien, donc puis je connaissais personne, je connaissais pas la langue, donc j'étais complètement isolée. Pendant les 4 ans et demi où j'ai vécu chez eux, je n'ai jamais mis le nez dehors, jamais je suis sortie dehors. Jamais, Je en savais fait. On vous jamais. interdisait? On vous Ah bah interdisait de sortir dehors? oui, j'avais pas le droit de sortir. J'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de parler aux hommes, j'avais pas le droit de m'asseoir avec les hommes de la famille. Donc je devais faire les tâches ménagères, les devoirs conjugaux, puisque c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Et puis c'est tout, quoi. J'avais juste le droit de me taire. J'avais Et juste le vous droit de dites me que taire. cela a duré Oui. combien de temps? En tout, ça a duré 6 ans. 6 ans. 6 ans. Pendant 6 ans, donc, vous êtes réduit à l'état d'esclavage, pratiquement. Oui. On peut parler Et... d'un état d'esclavage, on est d'accord? Ah oui, c'était ça, hein, c'était ça. Voilà, et entre-temps, je suis tombée enceinte. Mais moi, je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Je ne savais pas du tout c'était pas du tout mes préoccupations de gamine.
Je me suis retrouvée enceinte, j'ai commencé à avoir des nausées, etc. Et donc la mère de mon bourreau, elle m'a dit: ah bah tu es enceinte. Donc elle était super contente parce que j'allais donner un enfant à son fils. Donc c'était aussi une manière de me garder sous le coude et puis de tenir mon père sous le coude aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'étais, entre guillemets, j'avais eu un enfant, pour eux, c'était, voilà, je ne pouvais pas partir. Donc Vous j'allais étiez rester chez coincée. eux. Vous étiez Pardon? coincée, ma pauvre. Coincé, mon père avec. Mon Mais père oui. avec. Et donc du coup, voilà, donc j'ai été enceinte. Ils m'ont jamais emmenée chez le médecin. J'ai eu aucun suivi durant la grossesse. Et en fait, je l'ai su après, c'est parce que j'avais pas de livret de famille. Comme j'avais pas l'âge d'être mariée, j'avais pas de livret de famille. Et en Algérie, donc je sais pas si depuis les choses ont changé, mais en tout cas à l'époque, quand on n'était pas marié, on ne pouvait pas accoucher dans un hôpital ou dans une clinique Oui. parce que c'était considéré comme une traînée, quoi. Donc du coup, ils m'ont gardée à la maison et Mais quelle horreur. voilà, donc j'ai dû accoucher à la maison. Quelle horreur. Sauf que bon, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je comprenais rien du tout à tout ça. Et donc ils m'ont séquestrée dans un appartement, dans une chambre. J'étais dans une chambre dans le noir, toute seule, dans un lit pas par terre à même le sol, parce que cette famille diabolique, parce que je peux me permettre de le dire, avait un appartement, donc un autre appartement, donc dans les environs d'Alger. Ils habitaient au rez-de-chaussée, mais ils avaient superposé cinq presque grillages pour éviter que quelqu'un rentre chez eux ou que quelqu'un voit voit l'intérieur de la maison. Donc il y Vous avait étiez des en prison, grilles. Malika. Vous C'était étiez une en prison. prison. On va C'était une prison. continuer à vous écouter, ma chère Malika. Oui, Vous restez avec oui. nous. On va laisser passer une petite page de pub, puis l'info, et puis on revient vite vers vous. D'accord? Vous ne raccrochez pas. À tout de D'accord. suite. Et je suis ravi de vous accompagner comme chaque soir jusqu'à 1h du matin. Vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter. Comme je le fais avec Malika ce soir, qui nous conte son histoire, le début d'une histoire, l'histoire d'une enfant de 14 ans, d'une enfant française d'origine kabyle qui part en vacances, l'esprit léger, l'esprit d'une jeune fille de 14 ans qui a bien mérité ses vacances, qui quitte ses copains et ses copines en leur donnant rendez-vous à la rentrée. Et puis cette histoire se transforme en un cauchemar douloureux, puisque Malika, vous allez être mariée à 14 ans de force, et vous en étiez à nous dire que vous êtes ensuite incarcérée presque, hein, on va dire emprisonnée dans un appartement à Alger, où il y a des grillages partout, où on vous empêche de sortir. Vous avez accouché de votre premier enfant. Comment êtes-vous traitée à ce moment-là? Ben, comment j'ai été traitée? Ben, comme une moins que rien. Hein. Vous J'étais rien du tout continuez pour eux. à faire le ménage, la cuisine Ah oui, oui, pour la oui, ben ça, famille? j'ai jamais ça. Pardon. Ça c'est jamais. J'ai jamais arrêté. Hein. J'étais la Cosette de la famille. Alors, vous savez, Donc toute la. Pardon. moi j'ai tourné il y a à peu près 7 ans, dans Les Yeux d'Olivier, une histoire, l'histoire de Patricia, qui était une femme qui, comme vous, à l'âge de 15 ans, avait été mariée comme ça, de force. Enfin, elle n'avait pas été mariée. Deux sœurs, séquestrées en Algérie. Le père était reparti, les avait laissées. Elle est rentrée. Elle a été sauvée par une lettre qu'elle avait écrite à une copine qui a prévenu sa maman, qui a prévenu une autre personne, à l'époque un journaliste de France 3, qui a organisé avec deux anciens agents des services secrets, des gens qui ne travaillaient plus dans les services secrets français, qui ont organisé la fugue. Ils se sont échappés Oui. avec elle. Oui. Tout ça a été filmé. Mais une des deux sœurs, donc, est restée en Algérie. Et cette sœur, j'ai pu lui parler, et elle me disait que lorsqu'on est comme ça, marié de force, les femmes de la famille, souvent les belles-mères, les les grands-mères, sont infectes avec la mariée. Est-ce que ça a été votre cas? Ah ben moi pour elle, pour cette famille-là, j'étais rien du tout. En fait, je représentais pour eux
les devises, les visas, les papiers français et comment dire, une possibilité de venir en France et d'avoir un pied à terre. C'est C'est ça tout ce en que je fait que vous représentais pour représentiez, eux. c'est ça? C'est tout. Ah bah oui, c'est tout. Hein. Ils n'ont pas fait ça, je vous ai dit, pour mes beaux yeux ou pour les beaux yeux de mon père. Hein. C'est juste par intérêt. Tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils m'ont fait, c'est par intérêt. C'est pas par amour ou par amitié ou par je ne sais quoi. Mmh. C'était que par intérêt et ça c'est. Je vais vous raconter au fur et à mesure. Vous allez voir que mes propres fils se sont comportés de la même Alors, manière. on va voir ça, mais n'allons pas trop vite dans votre Voilà. histoire. Vous êtes séquestré en Algérie, vous continuez donc à faire Voilà. le ménage, la Oui. cuisine. Oui, oui. Euh, Oui, oui. Bien évidemment, en étant marié avec une Française, donc vous nous avez dit votre mari a le droit à avoir un visa dont il va se servir. Euh, vous allez avoir combien d'enfants, Malika, en 6 ans? Eh ben, en fait, je vais d'abord finir l'histoire de cette grossesse-là, Oui, parce qu'en fait, donc voilà, comme je pouvais pas accoucher à l'hôpital ni à la clinique, puisque j'avais pas de livret de famille, lui, moi, il m'avait pas fait de livret de famille. Du coup, j'ai été obligée d'accoucher à la maison. Je oui. ne savais pas ce qui m'arrivait, donc je pleurais, je me tordais dans tous les sens, et la vieille belle-mère venait et me disait, me hurlait dessus en me disant mais t'as pas honte, tu vas embêter tout le quartier, les femmes ça ne pleure pas, les femmes ça ne crie pas, tu vas faire la honte à ton mari et tu vas nous afficher dans le quartier, enfin bref. Et elle me disait elle me donnait un morceau de tissu, elle me disait quand tu as des contractions, tu mords ce tissu à pleines dents, ça t'évitera d'hurler. Mhm. Et ça a duré je ne sais pas combien de jours, combien d'heures, je ne sais pas, je peux pas vous... Une éternité. Et j'arrivais pas, je pouvais pas accoucher. Ça accouche, le bébé ne sortait pas. Ils savaient plus quoi faire. Et donc ils ont appelé une dame, donc la concierge de l'immeuble, qui apparemment connaissait, savait faire des accouchements à domicile. Oui. Donc la concierge est venue, voilà, elle a fait ce qu'il fallait. Donc j'ai toujours pas accouché. Ils m'ont mis de l'eau chaude, ils m'ont donné plein de potions magiques. Alors je ne sais pas tout ce qu'ils m'ont fait ingurgiter pour provoquer l'accouchement. Et ils m'ont mis plein d'huile d'olive, ils m'ont mis du poivre, je ne sais pas tout ce qu'ils m'ont tartiné, etc. Et puis la mère de mon bourreau, à un moment donné, elle dit que c'est parce que j'aimais pas son fils que j'avais fait du mal à son fils, et c'est Dieu qui me punissait. Que si j'avais pas accouché avec... genre comme de la sorcellerie, quoi. voilà, que c'était pour que j'étais punie de mon mauvais comportement à l'égard de son fils à elle. Mhm. Donc voilà, et puis je vous dis, la douleur, l'enfermement, j'étais toute seule, je connaissais personne, ma famille était à Paris. Donc j'ai fini quand même par accoucher, et avec la fatigue, la douleur, j'ai fini par m'endormir. Je me suis endormie. Et à un moment donné, je me suis réveillée, j'étais toute seule dans la chambre et je voyais, en fait, c'était une fille. Mon premier enfant, c'était une fille, donc Une j'avais petite 15 ans. fille, donc. Une petite fille, donc j'avais 15 ans. Donc je l'ai vue à un moment donné à côté, et puis après, je me suis rendormie, j'ai passé mon temps à somnoler. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est tous les produits qu'ils m'ont donnés qui me faisaient somnoler, ou la fatigue, et puis... en tout cas, ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Et puis à un moment, je me suis réveillée. Ma fille était plus là. Elle n'était plus à côté de moi dans la chambre. Moi, j'étais toujours dans le noir, toute seule. Mais là, ma fille n'était plus là. Et donc, j'ai demandé. J'ai demandé où elle était. On m'a dit, on te dira tout à l'heure, on te dira tout à l'heure. Et les heures ont passé. Et à chaque fois que je demandais, on me disait tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Et puis, ils m'ont jamais dit où elle était. Et à ce jour, je ne sais pas où elle est. C'est-à-dire, morte ou vivante, je ne sais pas où elle est. Si elle est morte, je ne sais pas où ils l'ont enterrée. Si elle est vivante, je ne sais pas à qui l'ont vendue ou donnée. Je ne sais pas. Donc, j'avais 15 ans. Voilà, et on m'a... Voilà. C'est terrible, hein, ce que vous nous racontez. Terrible. Donc, Voilà. cette petite, vous n'avez jamais su ce qu'elle était devenue réellement à ce jour. Ah non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas où elle est. Si elle est morte, de toute façon, ils n'ont pas pu l'enterrer normalement parce que comme c'était... il n'y avait pas de livret de famille, ils ne pouvaient pas l'enterrer dans un truc légal. Donc, ils l'ont peut-être jeté à la poubelle ou ils l'ont, je sais pas, ils l'ont mis dans un... Je sais pas où est-ce qu'ils en ont fait, si elle est morte, et si elle est vivante, je ne sais pas où elle est.
Donc, Et puis la vie a repris. la vie La a vie a repris. repris. Elle ressemble à quoi, cette vie, à nouveau, pareil? Ah bah rebelote, c'était rebelote, le ménage toute la journée, astiquer, cuisiner, repasser, tout ça à la main. Et puis faire. Et puis quand donc la mère de mon bourreau, elle n'était pas contente parce que moi je me je m'apprêtais pas en fait Vous ne vous soignez pas. pour mon violeur. Oui, Mes belles-sœurs, c'est-à-dire que toute la journée elles étaient habillées, voilà, avec des vêtements de tous les jours, voilà, pour faire le ménage, etc. Et puis dès qu'elles voyaient que l'heure arrivait, leur mari allait arriver, elles rentraient vite dans leur chambre, elles se mettaient toutes belles, elles se faisaient toutes belles, elles se maquillaient, elles se peignaient, et puis elles attendaient comme des poupées devant la porte que monsieur arrive. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Moi, de toute façon, c'est pas mon tempérament. Donc du coup, moi, j'étais toujours habillée du matin au soir et du soir au matin avec les mêmes vêtements. Et à chaque fois, elle se moquait de moi, elle m'insultait. Elle me disait, oui, t'es qu'une clocharde, mon t'es Dieu. une pauvre péqueno de Kabylie, tu vaux rien comme ton père. Euh, voilà. Enfin bref, voilà les insultes. Pourquoi elles Les étaient insultes, mauvaises le comme ça ménage, avec vous, en l'enfermement. fait? Pardon? C'était Pardon? gratuit, cette méchanceté, en fait. Ah oui, 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 non, mais oui, oui, c'était, oui, oui, bah oui, puisque de toute façon, je faisais rien de spécial à part, voilà, mais elle aurait voulu que je prenne soin de son fils. Elle aurait voulu que je montre que je suis heureuse avec son fils, que je sois heureuse d'être chez eux, que je sais pas, alors que c'était pas le cas. Je n'étais pas heureuse ni avec son fils, ni avec eux, ni chez eux, ni, voilà, quoi. J'avais 15 ans, hein. Vous aviez 15 ans. 15 J'avais ans. 15 ans. Et donc, du coup, voilà, rebelote, je me suis retrouvée de nouveau enceinte. Oui, Parce que leur but à eux, c'était aussi de me faire un maximum de bébés pour plus que je puisse oui, bouger. pour plus Et que mon ouais, père c'est soit ça. condamné aussi. Mhm. Et donc voilà, donc ils se sont servis de mon corps en le violant. Ils se sont servis de mon ventre avec des grossesses successives. Et ils se sont servis de ma force de travail pour prendre en charge la famille. Et ils se sont servis de mon père pour les devises, pour les visas et les papiers. Et pour un pied à terre en France. Ils ont eu ce pied-à-terre en France, alors, au final? Ah bah oui, 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 je vais y arriver. Je vais y arriver. D'accord. Alors, allez-y, Et donc, continuez. pardon. Donc après, je me suis retrouvée encore enceinte. Et là, j'ai fait une fausse couche. Donc du coup, la belle-mère, elle a quand même décidé. Donc ils ont fait un livret de famille entre-temps. Oui. Donc j'avais l'âge d'avoir un livret de famille. Donc ils sont partis, je ne sais pas où, me faire un livret de famille. Donc je me suis retrouvée avec un livret de famille sans jamais rien avoir signé. Et donc j'ai fait une fausse couche. Et là, ils m'ont emmenée. Donc elle m'a emmenée chez le médecin. Et je me souviens du médecin donc à Alger. C'était la première fois que je sortais, que je mettais le nez dehors. Et le médecin, il m'a demandé mon âge, etc. Et quand je lui ai expliqué un petit peu ma situation vite fait, mais j'étais sous le regard de la belle-mère. Donc j'avais intérêt à ne pas raconter ce qui se passait vraiment. Donc je lui ai juste dit que que je venais de France et que j'avais été mariée de force et que j'étais séquestrée dans la famille de cette dame-là. Oui. Et donc il s'est adressé à elle en lui disant dis donc, vous les prenez de plus en plus jeunes, vous les prenez au berceau maintenant. Et puis elle lui avait répondu, elle lui a dit faites votre boulot et prenez votre argent et vous n'avez rien à nous dire, quoi. Donc, du coup, ils profitent de tout ça pour les papiers, déjà, et vous tombez enceinte à nouveau. Donc je retombe enceinte donc la deuxième fois, donc je fais une fausse couche, je vais donc à l'hôpital, on me fait un curetage parce qu'on lui avait dit que si je faisais pas de curetage, je risquais de plus avoir d'enfants. Donc là, ils se sont décidés quand même à se bouger, donc ils m'ont emmené à l'hôpital. Je vous raconte pas comment ça s'était passé à l'hôpital parce que c'est à rire de larmes tellement c'était horrible. Et donc voilà, donc je me suis retrouvée, donc voilà, ils m'ont fait le curetage et rebelote, je me suis retrouvée encore enceinte. Oh, quelle Oui. horreur. Mais Donc il n'arrêtait pas de vous violer, cet homme. bah oui, 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 oui. Parce que vous Et n'étiez je me suis pas, retrouvée. voilà, vous n'étiez pas Pardon? consentante. Ah ben j'ai jamais été consentante de quoi que ce soit, ni du mariage, ni de rester chez eux, ni Oui, oui, oui. de me supporter, ni de les supporter, ni de rien du tout. Hein. Je voulais rien du tout. Hein. Mais je vous dis, je pense qu'ils devaient sûrement me donner des trucs parce que au fond de moi, j'étais rebelle.
j'étais, j'avais envie de fuir ou de me suicider. D'ailleurs, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Mais j'étais comme un légume en même temps. J'avais pas l'énergie, le courage de faire quoi que ce soit. Donc je pense qu'il devait sûrement me faire des choses pour que je reste docile. Vous pensez qu'il vous donnait des médicaments, comme des trucs comme Bon, ça? je sais pas trop, je sais pas, des tisanes ou j'en sais trop rien, je sais pas. Oui, Je peux pas vous dire. d'accord. Avec le recul, c'est ce que je pense. Vu mon état léthargique, je pense que ça devait être ça. Et donc voilà, donc je me retrouve encore enceinte. Là, donc, rebelote donc le ménage, les cours, les ménages, leur passage toute la journée, du matin au soir, du soir au matin, tous les jours, toute l'année. Qu'il pleuve, qu'il vente, voilà, j'étais préposée au ménage. Oui, Et donc j'ai été enceinte, j'ai eu donc mon 3e enfant, on peut dire ça comme ça. oui. Donc là, ils m'ont fait accoucher à l'hôpital. Donc ils m'ont emmenée à l'hôpital, donc j'ai accouché, donc c'était un garçon. Voilà, et puis après, ben, mon bourreau, il a décidé de revenir en France. Avec vous? Donc, sans moi d'abord, sans D'accord. moi et mon fils. Donc, il a décidé de revenir en France. Donc, il est revenu en France. Donc, ben, comme je pense qu'il a été chez mon père. Mon père tenait un commerce, un café, hôtel, restaurant. Donc, du coup, comme beaucoup de Kabyles, il avait beaucoup d'hôtels, café, hôtel, Oui, restaurants oui. sur Paris et en France d'ailleurs. Donc mon père tenait un café, hôtel, restaurant. Donc j'imagine ils ont dû prendre contact avec mon père pour qu'il puisse venir avoir un pied à terre et puis avoir une chambre. Et puis donc il a retrouvé du boulot et puis il travaillait dans une usine construction de véhicules, mais c'était pas à Boulogne-Billancourt, hein. C'était ailleurs, je me rappelle pas. Je sais pas du tout où c'était, je me rappelle plus. Et donc voilà, puis un jour, il décide de me ramener avec mon fils, En France. donc en France. D'accord. Donc j'étais hyper heureuse, je me suis dit enfin ça y est, ça va être terminé, je vais pouvoir retrouver chez moi, retrouver ma famille, retrouver mes amis, mes habitudes, ma langue. 6 ans, J'étais ça super aura duré contente. 6 ans, hein, tout ça. Là c'était 4 ans et demi déjà. 4 ans et Là demi. c'était les 4 ans et demi. Est-ce que vous voyez votre mère et votre père durant ces 4 ans et Ben, je demi? les voyais que quand ils venaient en vacances, pendant D'accord. les vacances, j'avais le droit d'aller les voir qu'une semaine. Et vous leur racontiez de quelle manière vous étiez traité? Ben, j'essayais de raconter, mais mon père, il voulait rien entendre. Et puis ma mère, elle disait, je peux rien faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est maintenant que fou. tu as des enfants, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec les enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Ma mère, elle était dépitée jusqu'à son dernier souffle. Elle a pleuré ce qu'on m'a fait, elle a Ouais, pleuré vous m'étonnez. ma situation, elle a pleuré. Elle a toujours été contre ce mariage, contre cet homme, contre cette famille. Elle les a jamais, elle a jamais voulu, elle les a jamais voulu en fait. Elle n'a jamais voulu la situation. Elle a subi elle aussi. Elle a subi. Donc, vous arrivez en France avec votre mari et cet enfant, ce garçon? Voilà, donc je viens. Donc quand ils m'ont annoncé que j'allais revenir en France, en fait j'étais super contente, mais j'avais tellement peur de montrer que j'étais contente, je faisais semblant de m'en foutre en fait, Vous en leur envisagez disant bah, c'est pas déjà grave. de vous échapper de tout ça? Pardon? Vous envisagez déjà de vous échapper de tout ça? Oui, de revenir en France pour moi c'était un échappatoire. Pour moi Mhm. c'était Oui. donc voilà, donc on est revenu en France, donc il avait pris un petit studio, donc on habitait dans un petit studio, il travaillait, moi je m'occupais de mon fils. Les jours passaient sans trop de difficultés, hein. De toute façon, moi mes projets, mes rêves, mes espoirs, tout était démoli, tout était détruit, donc je vivotais quoi. J'avais plus, voilà, j'étais un légume, hein. Voilà, voilà. Et puis, eh ben, je suis retombée encore enceinte. Je suis, voilà, donc là, j'ai eu un garçon encore. Mhm. Et donc, ça allait pas trop mal. Bon, il y avait. Tout allait à peu près. Je m'étais habituée à la situation, on va dire ça comme ça. Oui. Je m'étais habituée à ma situation et puis de toute façon, je pouvais rien faire. Avec 2 enfants, vous faites quoi? J'avais pas de diplôme. J'avais arrêté l'école à 14 ans. J'avais pas de diplôme, j'avais pas de boulot, j'avais pas d'argent. J'avais personne, j'avais rien.
Donc j'ai été obligée de subir et de me taire. Et un jour, mon petit, donc le petit, le quatrième, mais deuxième garçon, il s'est mis à pleurer, il avait mal quelque part, et donc il pleurait la nuit. Et donc mon violeur a dit, tu le laisses pleurer. Tu le laisses dans son lit, il va pleurer, il finira par se taire. Et il continuait à pleurer. Et puis il y avait les gens, les voisins, qui commençaient à tambouriner dans les murs. Ils en avaient ras-le-bol d'entendre ces hurlements. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux pas le laisser pleurer comme ça. Donc je l'ai pris dans mes bras et je suis allée, parce que c'était un tout petit, un minuscule studio qui faisait, je ne sais pas, 20 mètres carrés à tout casser. Je me suis assise par terre avec moi, le petit, et puis mon aîné, qui avait à peine 3 ans, est venu se mettre à côté de moi quand il m'a vu dans la cuisine, dans le semblant de cuisine. Il est venu s'asseoir à côté de moi, donc j'étais avec les deux, assise par terre, et puis j'essayais de les consoler. Et à un moment donné, mon violeur, il s'est réveillé, et puis il m'a pas vu à côté, il m'a pas vu à côté de lui. Donc il s'est levé et il m'a trouvé dans la cuisine. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et ben je dis, il pleure. Il me dit, mais je t'avais dit de le laisser pleurer. Tu vas pas, à chaque fois qu'il pleure, tu vas le prendre dans tes bras. Et donc il me l'a arraché des bras et puis il l'a jeté sur le matelas. Et en fait, il a rebondi sur le matelas et puis il s'est fracassé contre le mur. C'est Et, et donc, c'est juste un monstre, hein, cet homme que vous nous c'est pire décrivez, qu'un monstre. Malika. On va continuer à vous écouter, on va faire une petite pause si vous le voulez bien, D'accord, et puis on se d'accord. retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Vous nous écrivez encore ce soir, nombreuses et nombreux, pour Malika. Vous êtes sous le choc de ce récit. Je cite Sarah, séquestrée et esclave, pauvre gosse, pauvre Malika. Et puis il y a Stéphane de la Guerche de Bretagne qui nous dit quelle honte et quelle horreur ce que Malika a pu subir. J'espère pour elle que depuis 45 ans, les choses ont changé. Euh, on va l'écouter encore, mon cher Stéphane, ma chère Sarah, et puis vous toutes et vous tous qui nous écrivez. Euh, Cet homme, il vous battait aussi, Malika? Bah oui, bah oui. Je subissais des violences physiques, des violences verbales, des violences psychologiques, des insultes permanentes. Oui. J'étais terrorisée, mais mon fils, l'aîné, était terrorisé aussi. Dès qu'il l'entendait, il bougeait plus, il était figé sur lui-même, tellement il avait peur de lui. Et donc voilà, donc comme je vous racontais là, donc il a tapé, il a pris le petit, il me l'a arraché des mains, il l'a jeté sur le matelas, il a rebondi, il s'est fracassé contre le mur. Donc je l'ai récupéré en larmes. Et donc après, bon, j'ai réussi à rester avec eux dans la cuisine jusqu'au matin. Lui, le matin, il s'est levé, il est parti travailler. Et dans la matinée, en fait, mon fils n'arrêtait pas de faire des convulsions. Je pense que c'est dû au choc. Donc du coup, je l'ai emmené à la PMI. Il y avait une PMI juste à côté, donc je l'ai emmené. Et il a convulsé devant le médecin, quoi, dans les bras du médecin. Donc il m'a dit, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital, voir ce qui se passe. Et elle m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai rien dit. J'avais trop peur. Oui. Je pouvais pas raconter. C'est pas comme maintenant où la police sait un peu ce qu'il faut faire quand il y a une femme battue ou Bien un sûr, enfant bien sûr. battu. Aujourd'hui, il y a des structures, il y a des associations, etc. Pendant nos chères 30 glorieuses, on était mal lotis à ce niveau-là. Il y avait peu de choses. Et en plus, j'avais la trouille. Donc, j'ai rien dit. Je l'ai emmené à l'hôpital. Il y est resté un mois. Il est resté un mois à l'hôpital. Donc, voilà. Et puis, j'allais le voir tous les jours pour lui donner à manger. Et donc, il est sorti. Et mon bourreau a commencé à me menacer, à me dire, de toute façon, t'es une mauvaise mère, tu mérites pas d'avoir des enfants, je vais retourner en Algérie, je vais donner mes fils à ma sœur, c'est ma sœur qui va les élever, t'es une bonne à rien. Voilà, donc menace sur menace, moi la trouille. J'en ai parlé à mon père me dit je peux rien faire. J'avais personne à qui me confier, personne à qui raconter, j'avais nulle part où aller. Donc je suis restée. Et puis à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible, quoi. Un jour il va me tuer, ou je vais le tuer, ou il va nous tuer. Ça va mal se terminer. Parce qu'il continuait ses violences, il continuait ses insultes, il continuait. Donc j'ai décidé de partir. Donc de partir, c'est-à-dire chez mes parents, hein. Oui. Parce que j'avais nulle part où aller.
Donc j'ai pris les affaires de mes enfants, j'ai pris mes affaires et je suis allée chez mes parents en leur disant c'est fini, moi je divorce, je veux plus rester avec lui, c'est terminé. C'est fini, fini, fini. Ma mère m'a dit moi je peux rien faire pour toi, tu vas voir avec ton père. Et mon père m'a dit moi je peux rien faire, tu es mariée, il faut que tu divorces, il faut que tu retournes d'abord, que tu divorces. Et puis on divorce pas comme ça, et puis ça se fait pas, et puis voilà. Donc du coup mon bourreau il a été pleurniché chez mon père. Il a été raconté je ne sais pas quoi. Enfin bref, mon père m'a dit écoute, il faut que tu retournes avec lui, tu peux pas faire ça, tu peux pas séparer tes enfants de leur père, tu peux pas comme ça tout jeter à la poubelle. Il faut que tu apprennes à supporter. Toutes les femmes ont supporté des choses. Voilà, il faut que tu supportes aussi ton destin, quoi. Donc je suis retournée à contre-cœur et il a mis ses menaces à exécution. C'est-à-dire que pendant les vacances sont arrivées et il m'a dit on va en Algérie. Et moi je savais très bien avec toutes les menaces qu'il m'avait faites que si jamais je retournais en Oh bah Algérie, oui, ma c'était pauvre. fini. Oui. C'était fini, je ne reviendrai plus jamais en France. Et ce que j'ai vécu avant de venir en France, ce qui m'attendait, c'était encore pire. Ça aurait été encore pire. Donc je me suis dit, il faut surtout pas que je retourne. Et j'ai expliqué à mon père. Mon père, bon, il pouvait rien faire. Ma mère non plus. Donc voilà, nous voilà partis pour l'Algérie. Et arrivé là-bas, ils m'ont mis en quarantaine. C'est-à-dire que plus personne me parlait, plus personne me regardait, plus personne ne s'asseyait à côté de moi. Dès que j'allais rentrer dans un endroit, tout le monde se sauvait. Je passais mon temps, j'étais toute la journée à faire que la lessive en fait. J'avais pas le droit de cuisiner, j'avais pas le droit de faire autre chose que la lessive. Donc toute la journée, j'étais enfermée dans la salle de bain à faire la lessive, à laver tout à la main, les pantalons, les draps, les couvertures, toute la journée du matin au soir. Je mangeais toute seule. Et le pire, c'est qu'en fait, ils avaient interdit à mes enfants de venir me voir. J'avais pas le droit de les voir, j'avais pas le droit de les toucher, j'avais pas le droit Quelle de... honte alors. Voilà. Donc j'étais dans le même appartement, mais mes deux fils étaient séquestrés dans le salon par la mère de mon bourreau, qui était je vais pas dire un gros mot, mais bon. Oui, on comprend. Voilà. Et voilà, donc ça a duré un moment. Ça a duré, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, et je savais très bien que j'allais plus revenir et que ma vie, de toute façon, c'était fini pour moi. J'étais morte, quoi. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais essayer de supporter. Ils finiront par en avoir marre de se comporter comme ça. Ils vont finir par me rendre mes enfants et je vais vivre mon destin, quoi. Ben non. Un jour, je me suis rendu compte en allant dans la chambre qu'ils m'avaient volé mes papiers. Bah tiens. Ils m'avaient... Pardon? Je dis bah tiens, pour vous empêcher de bouger, en fait. Voilà, ils m'ont volé mes papiers, ils m'ont volé mes bijoux. Déjà, ils m'avaient volé mes enfants. Et donc, du coup, je savais très bien que je pouvais plus... là, c'était fini, je pouvais plus rien faire. Mais c'était Quand bien fini, même oui. j'aurais eu envie Oui. de fuir, j'avais pas de papier. Là, Donc, dans votre tête, oui, ça devait être terrible parce que vous, là, à ce moment-là, plus de papier dans un pays qui n'est pas le vôtre, bah, oui. c'était perdu. Vous ne pouviez pas en sortir sans papier de l'Algérie. Ah bah non, 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 bah non. Non, non, j'avais plus de papier, ni pour... plus de papier, mais pas de livret de famille non plus. Donc, je pouvais même pas justifier que c'était mes enfants. Oui. J'avais plus rien. Ouais, ils avaient réussi Et un à jour... complètement vous attacher, quoi. Ah ouais, là, c'était l'horreur, un cauchemar. Un cauchemar éveillé. Alors, qu'est-ce que vous Et puis, décidez? un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, parce que comme je vous avais dit, j'avais fait déjà des tentatives de suicide et ça n'avait pas marché. Donc, je me suis dit, même la mort veut pas de moi, donc c'est pas la peine que je recommence. Parce que si je meurs pas, ça sert à rien, quoi. Donc, il faut quand même que je suis condamnée à vivre. Donc, voilà. Donc, et un jour, j'en ai tellement eu marre, je suis sortie. Il y avait la porte de la cuisine qui était ouverte. Et donc, je suis sortie. Oui. C'était la première fois que je sortais toute seule de chez eux. Donc, je suis sortie, j'ai fait le tour du pâté de maison, sans savoir où j'allais, sans savoir où... J'avais nulle part où aller, je connaissais personne, je parlais pas la langue quasiment. Donc, j'ai fait le tour, et puis après, je suis revenue. Et quand je suis revenue,
Il y avait tous les hommes de la famille qui m'attendaient devant la porte. J'ai cru que j'allais, si la terre s'était ouverte, je me serais rentrée, je me serais enfouie dedans. Et puis là, ça a été la violence physique, les insultes, voilà. Et ils ont appelé mon père et ils ont dit à mon père, voilà, tu viens chercher ta traînée de filles. Elle nous a déshonorés, donc on la répudie. Voilà. Et donc mon père est venu oui. et il m'a récupérée. Mais sauf qu'il ne voulait pas me donner les enfants. Ils m'ont dit, toi tu pars si tu veux, mais tu n'auras pas tes enfants. Oui. Ça a dû être terrible, ça aussi. Donc j'avais pas le choix. C'était où je restais dans les conditions dans lesquelles j'étais, ou je partais sans mes enfants. Et quand j'ai dit à mon père, voilà pour mes enfants, il m'a dit, écoute, pour le moment, on s'en va, on verra ça à un autre moment. D'accord, donc là, votre père vous aide à vous échapper, en fait. Il vient me chercher, il n'avait pas le choix, hein, puisqu'ils lui ont dit que de toute façon... Ils vous répudiaient, Ils m'ont répudié. Avec tout ce qu'ils vous avaient fait, ils vous répudient. En plus, ouais. Donc du coup, voilà, donc on est parti, mon père est venu en catastrophe, il m'a récupéré, donc ils lui ont quand même donné mes papiers pour que je puisse rentrer en France. Là, vous avez mais ils m'ont 20 pas donné ans. mon livret de famille. Vous avez 20 Pardon ans à peu près. Vous avez 20 ans, c'est ça Oui, 20 ans. Voilà. 20 ans. Et donc, les quatre petits, ils ont entre 2 et 5 ans à l'époque. Oui. Le plus grand, il avait... De toute façon, la fille, je ne sais pas où elle est. La fausse couche, on n'en parle pas. Et puis les deux autres, il y en avait un qui avait qui arrivait sur ses 3 ans et l'autre qui avait 1 an. D'accord. Voilà. Ça a dû vous crever le cœur de partir sans vos enfants. Ah ben... Ça a dû être donc, le drame de votre vie. Le drame de votre vie. Oui. Et donc mon père est venu me récupérer, il m'a emmené en Kabylie, donc dans sa famille, chez mes grands-parents. Donc on a passé je ne sais plus combien de jours. Et puis après on est rentré en France. Et donc quand on est rentré en France, j'ai dit à mon père, je lui ai dit maintenant, voilà, il va falloir que je divorce et que je récupère mes enfants. Dans quel état vous étiez en rentrant en France? Est-ce que vous reprenez du poil de la bête dès que vous rentrez en France? Vous requinquez un peu, Malika? De l'espoir. Je me suis dit... maintenant, je suis libre. En France, déjà, je suis libérée. Déjà libre. Oui. Et puis, je me suis dit, j'avais des droits. Je me suis dit, j'ai jamais rien fait, j'ai rien fait à personne. J'ai des droits en tant que mère et en tant que femme. Donc, on va me redonner mes droits. Pour moi, c'était une évidence. Mais je ne savais pas à qui j'avais affaire. Alors, vous avez pu divorcer à l'époque ou ça a été compliqué? Donc, voilà. Donc, un jour, mon père me dit, il faut qu'on rentre en Algérie pour divorcer. Donc je vais avec mon père, on se retrouve dans un... Alors je crois que ça doit être le tribunal, je peux pas vous dire parce que je vous dis, moi je suis pas d'origine arabe, tout est en arabe donc je peux pas vous dire ce que c'était. On s'est retrouvés, ils m'ont dit de signer un papier, j'ai signé un papier, je ne sais pas ce que j'ai signé puisque de toute façon c'était en langue arabe. Et j'avais qu'une envie, moi c'était de repartir vite fait. Et donc j'ai signé le papier, puis on est revenu en France et j'étais divorcée, voilà, ça y est. Mais j'avais toujours pas mes enfants. Au moment où vous divorcez là-bas, c'est pas comme en France, on ne vous propose pas de repartir avec vos enfants. Ah non, de toute façon, j'ai vu personne. Il y a un monsieur qui est venu et il m'a fait signer un papier, il m'a dit, vous êtes là pour le divorce? J'ai dit oui. Après, il s'est mis à parler en arabe avec mes bourreaux. Oui. Mon père ne comprend pas l'arabe non plus, il est d'origine kabyle, donc il ne comprenait rien non plus. Donc du coup, mon père, il voulait se débarrasser de cette famille aussi. Donc du coup, il a dit oui, divorce. Et puis voilà, et puis on est parti. Et j'ai été divorcée. Comme j'ai été mariée, divorcée pareil. Voilà, et puis donc je suis revenue en France. Et puis là, j'ai commencé à vouloir faire des démarches pour récupérer mes fils. Et là, le problème, c'est que j'avais pas de livret de famille. Sans livret de famille, je pouvais pas justifier que j'avais des enfants. Donc ça a duré comme ça a duré 15 ans. 15 Donc ans. pendant 15 ans, Oui. Pardon 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai remué ciel et terre. J'ai frappé à toutes les portes de France et d'Algérie, les consulats, plusieurs avocats, la Ligue des droits de l'homme, Gisèle Halimi, pour essayer de récupérer le livret de famille. Ça a duré des années pour avoir un livret de famille. Une fois que j'ai eu les livrets de famille, il n'y avait pas
Le mariage était marqué, mais il n'y avait pas le divorce, donc il fallait trouver quelqu'un pour inscrire le divorce sur le livret de famille. Ça a duré encore des mois et des mois et des mois. Et puis après, entre-temps, mon bourreau est décédé. Ah, d'accord. Donc Bon. du coup, théoriquement, j'étais tutrice légale. À partir du moment où il est Oui, décédé, oui. j'étais tutrice légale. Sauf qu'ils ont tout fait pour que je puisse jamais faire valoir mes droits de tutrice. Comment ont-ils Donc fait? ils nous ont... Pardon? Comment ont-ils fait? D'abord, j'avais pas de livret de famille à jour. J'avais pas la date du décès. J'avais pas, donc je pouvais pas prouver qu'il était décédé pour faire valoir mon droit en tant que tutrice puisqu'il était décédé. Je savais pas où il était mort. Je ne savais pas quand il était mort. À chaque fois que j'envoyais que les démarches étaient faites par mes avocats et par la Ligue des droits de l'homme et tout ça, ils changeaient d'appartement et ils recevaient un courrier, ils se présentaient pas. Bon, Donc de toute façon, ces gens-là savaient très bien, vu l'attitude générale de l'Algérie par rapport à la France et aux Français, il n'y a pas vous voyez, il n'y a pas de traité d'extradition entre l'Algérie et la France. Entre l'Algérie et la France, c'est une vieille rancune. euh, oui, et donc les enfants, qui pour eux étaient algériens, ils ne voulaient absolument pas qu'ils regagnent la France, c'est clair. voilà. Puis ils voulaient me punir aussi, Ils voulaient aussi parce vous que j'avais punir. aussi. Et c'était une façon de me punir, puisque j'ai quand même défié leur autorité, j'ai défié leur masculinité, j'ai dit non, quoi. J'ai dit non, j'ai dit stop. Pour eux, c'était inconcevable qu'une gamine de rien du tout puisse s'opposer à tous ces hommes, hein. Mhm. Durant 14 ans, vous n'avez pas revu vos enfants? Non. Pendant 14 ans, j'ai remué ciel et terre en France et en Algérie. Je vous ai dit, des livrets de famille, j'avais pas de livret de famille. Et quand j'en ai eu un, il n'y avait pas tout ce qu'il fallait. Quand il est décédé, je savais pas où il était mort. Donc je pouvais pas justifier qu'il était mort pour pouvoir entreprendre des démarches judiciaires pour pouvoir récupérer mes fils. Et ils m'ont fait traîner comme ça en longueur pendant, pendant presque Ouais. 15 ans. Aucune chance, Et, Malika. Aucune chance. pardon? Vous n'aviez aucune chance. Vous étiez Ah condamné non, c'était à foutu. Oui, perpète d'emblée, ouais, oui, oui. malheureusement. Et Et à un moment, voilà. vous allez revoir vos enfants, donc à un moment. Donc voilà, entre-temps, j'ai eu un petit garçon. Donc voilà. Donc et quand ils ont appris que Donc vous avez rencontré quelqu'un d'autre là, en j'ai France? rencontré quelqu'un, j'ai eu un garçon, et Oui. donc quand ils ont appris que j'avais eu un enfant, Mhm. ils se sont dit ça y est, elle a refait sa vie, donc elle va plus courir après cela. Donc ils se sont dit on va tout perdre, hein. C'est-à-dire que ils se sont dit elle leur fera pas les papiers, ils iront pas en France, elle leur offrira pas le gîte et le couvert, pas d'héritage. Donc ils ont commencé à s'affoler. Et là, toutes les semaines, je recevais un courrier. Toutes les semaines, j'étais harcelée. Que- Alors que moi, je commençais à me dire c'est fini, quoi. J'avais mon fils, je me suis dit c'est fini, je Qu'est-ce qu'ils tourne vous la page. racontaient dans ces courriers chaque semaine? Ah ben j'en sais rien parce que c'est écrit en arabe et que je lis pas l'arabe, je suis pas arabe. Je les ai jamais lus, je sais pas lire l'arabe, j'ai jamais D'accord, été d'accord. scolarisée. Donc j'en sais rien du tout, ils sont dans mon placard, mais je sais pas du tout. En tout cas, toutes les semaines, je recevais un courrier, et puis là, ils me disaient oui, si tu veux tes enfants, il y a pas de souci, on va leur faire, si tu veux leur faire les visas, gna 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 gna. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai bêtement, j'ai fait les visas, hein. Donc j'ai fait les démarches pour faire les visas. Mhm. La première année, ça n'a pas marché. La deuxième année, c'était trop tard ou trop tôt. Enfin bref, il y a toujours eu quelque chose qui a fait que. Et puis un jour, ils sont venus. Donc, mais quand ils sont venus, ils étaient quasiment majeurs. D'accord. Voilà. Sandrine vous demande au 739-21 si la Oui. France vous a aidé. Est-ce que le Quai d'Orsay vous a vraiment aidé dans toutes ces démarches? Ils ont essayé, mais ils se sont toujours confrontés Oui, ils se sont à heurtés à des un mur. refus. Oui. Voilà, un mur, à des refus, ou alors à des embrouilles, c'est-à-dire ils noyaient le poisson, Mhm. faisaient traîner les choses. Rassurez-vous, Et c'est pareil aujourd'hui, hein. voilà, ils On est faisaient 20 ans plus traîner. tard, mais même 40 ans plus tard, mais c'est toujours pareil aujourd'hui. Toujours Ils font, pareil voilà, aujourd'hui. ils font traîner et puis même le consulat d'Algérie en France m'avait dit, de toute façon, ils sont très bien là où ils sont. Donc vous avez fini par avoir des visas et les enfants sont venus en France.
Donc, je les ai fait venir une première fois. Donc, moi, j'étais super contente. Ma mère était super heureuse en me disant, tu vois, t'as souffert, mais ça y est, enfin, tu vas voir le bout du tunnel. Tu vas pouvoir reconstruire ce qui a été démoli. Ma mère, ça y est, elle était toute heureuse, toute contente, etc. Et ils n'ont pas voulu rester en France, donc ils Oui, sont repartis. oui. Donc, rebelote, l'année d'après, rebelote les dossiers de demande de visa, que ça a été refusé. Et après, j'ai refait l'année d'après, donc ça faisait au moins 4, 5, 6 ans, je ne sais plus, que je faisais des visas. Et puis, ils sont en 80, que je vous raconte pas de bêtises, en 98, ils ont eu les visas et puis ils ont décidé de venir. D'accord. Et vous Donc, vous ils sont entendiez comment venus. avec ces enfants que vous n'aviez jamais vus pratiquement? Ah bah, on n'avait rien à se dire, hein. Ils ont été éduqués avec la haine, voilà, ils avaient la haine De la de, France? non, de moi surtout. De vous? De- D'accord. Ils avaient emmagasiné toute la haine contre moi parce que pour eux, pour leur famille à eux, si leur père il est mort, c'est à cause de moi. Oui, bah bien C'est sûr, tous les soucis que je lui avais oui, causés. vous êtes la sorcière dans l'histoire. Voilà, c'est moi qui lui avais causé des soucis, c'est mes soucis à moi, le fait d'être parti, etc., qui lui avait causé des soucis, Mhm. c'est pour ça qu'il est mort. S'il est mort, c'est parce qu'il n'avait plus la possibilité de venir en France se soigner, parce qu'en France, on a des bons médecins. Donc voilà, donc ils les ont comme ça, ils leur ont monté la tête, et donc pour eux, voilà, donc ils sont quand même venus, Oui, mais avec une mentalité, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. oui. Je savais bien que, mais bon, j'avais mon petit dernier. Lui, il était super content parce que j'avais vendu, comme il me dit, tu m'as vendu du rêve. Je lui disais, oui, tes frères, ils vont venir, tu vas voir, tes grands frères, tes grands frères, tes grands frères. Et puis quand ils sont venus, ben, Comment se rien du tout, quoi. comportaient-ils avec leur Ah petit ben, frère? l'indifférence la plus totale, hein. Oui, Ils oui, étaient, oui. Il y avait de la haine dans ils tout ça. avaient- Tout était ils- empoisonné dans cette relation. oui, Vous oui, m'avez oui. dit qu'il vous avait arnaqué. Que s'est-il passé? Oui. Alors, donc voilà, donc je les ai fait venir en 98. Donc ils n'avaient pas de papier, bien sûr. Mhm. Donc j'ai fait des démarches auprès du maire de ma ville qui m'a aidé, et puis des associations pour qu'ils soient régularisés dans le cadre du regroupement familial. Donc ils ont été régularisés avec bien sûr mon adresse à moi de chez moi. Je leur ai trouvé du travail. J'avais un ami qui était maraîcher, donc il leur a donné du travail. Et moi, cette année-là, il a fallu que je déménage. J'avais été reçu un concours et je devais déménager. Donc moi, je leur avais proposé qu'on déménage. Et ils m'ont dit non, 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 on reste là, on a du boulot, on a des papiers, on va rester là. Nantes, c'était à Nantes à l'époque. Nantes nous plaît bien, on va rester à Nantes, on va vivre à Nantes. Donc Mhm. j'ai dit ok. Bah, si vous voulez, voilà. Donc moi j'ai déménagé pour faire ma formation, et voilà, j'étais occupée entre mon petit dernier et la formation. J'avais 3 heures de transport par jour. 1h30 le matin, 1h30 le soir. Je rentrais le soir, j'étais épuisée. Et donc, du coup, j'ai pas trop. De temps en temps, j'essayais d'appeler, ils me répondaient pas. Je me disais, bon, ils sont au boulot, c'est pas grave. J'avais confiance en la personne là, qui les avait embauchés. Et donc, je me suis pas pris la tête. Mais eux, entre-temps, ils avaient réussi à avoir les coordonnées de mes parents, qui tenaient encore à l'époque un café-hôtel-restaurant. Et ils sont allés frapper à la porte de mes parents, Donc de leurs grands-parents. de leurs grands-parents. Oui, Donc mes parents leur ont ouvert la porte, ben, c'était leurs petits-enfants. ben oui. Ils leur ont ouvert la porte, ils les ont logés, nourris, blanchis, accueillis, etc. Moi, j'étais pas au courant du tout. J'étais pas au courant parce que Pourquoi mes vos parents, ils étaient à parents la... ne vous ont-ils pas dit tout ça? Ben, parce que mes parents, ils étaient à la retraite, et ils allaient souvent en Kabylie. Dès qu'ils pouvaient partir en Kabylie, peu de temps, ils partaient en Kabylie. Oui. Et donc, du coup, j'avais... Voilà, on n'était pas en contact permanent. Et puis un jour, ma mère, elle me dit voilà, voilà ce qui se passe, etc. J'ai dit ah bon, comment se fait-il? Ils sont là depuis, comment ça, ils sont chez vous? C'est pas moi qui vous les ai envoyés. Elle me dit ils sont à la maison, on sait plus quoi en faire. Il va falloir trouver une solution, quoi. Mais on peut pas les garder indéfiniment comme ça. Donc du coup, je leur ai demandé de partir, soit de venir à la maison, soit de partir. Et ils ont refusé et de partir de chez mes parents et de venir chez moi. Donc du coup, ils se sont imposés dans ma famille. À contre-cœur, contre la volonté de mon père et de ma mère. Mais le pire, c'est pas ça.
Le pire, c'est que, voilà, un jour, l'aîné m'appelle et me dit, voilà, je vais me fiancer, je vais me marier. Et donc, du coup, j'ai ravalé ma salive et je me suis dit, bon, c'est très bien, il va se marier, il va partir. Et puis voilà, quoi, donc c'est bien. Donc, je sors du travail, je vais récupérer mon fils. On se donne rendez-vous à Paris, je l'accompagne à Paris. On va dans un magasin, il achète un costume, cravate, chaussures et tout ça. Alors, par contre, moi, je m'en souvenais quasiment plus de cette histoire-là. C'est mon fils, mon petit dernier, qui m'y a fait penser. Moi, j'avais complètement zappé cette partie de l'histoire. Mais il allait se marier en France ou en Kabylie? Non, il allait se marier là-bas. D'accord. Et ramener sa femme ici, puisqu'il avait des papiers. Donc, du coup, il pouvait. Et mais par contre, je me souviens pas si c'est moi qui lui ai offert le costume et tout ce qui va avec. Je pense que c'est moi, mais je me rappelle pas. Donc voilà. Mais c'est pas le plus important. Il s'est marié, donc voilà, il a acheté toutes ses affaires. Donc voilà, on a acheté ensemble toute sa tenue de mariée. Il a dit à ma mère ma mère était super contente de voir son petit-fils se marier. Et puis il lui a dit que j'allais venir à son mariage, qu'il m'avait invité, etc., etc. Ma mère était toute contente. Enfin, j'allais reconstruire ma famille. Moi, j'étais préoccupée par mes soucis quotidiens, hein. La formation, passer le diplôme, mon fils qui était petit à l'époque. Et en fait, il m'a jamais invitée. Il m'a jamais invitée à son mariage. Donc, il a invité mon petit frère, il a invité ma mère, et il leur a dit, voilà, Malika, elle va venir au mariage. Ma mère a attendu, elle m'a jamais vue arriver. Et entre-temps, ils ont tendu un piège à mon frère, mes 2 fils. Oui. Donc ceux pour lesquels je me suis battue pendant 15 ans pour les récupérer, où j'ai remué ciel et terre, où j'ai mis ma vie en suspens, ils ont piégé mon frère. C'est-à-dire qu'ils l'ont invité chez eux au mariage et ils l'ont marié avec leur cousine. Oh là là. Mon petit frère. Mon Dieu. Sans la volonté de ma mère, sans la volonté de mon père. Et il avait quel âge, votre petit frère? Il pouvait pas dire non? Il était, à l'époque, il avait, je sais pas, 23, 24 ans. Oui. Il était fiancé, il est né en France. Il n'avait jamais été à Alger. Donc, quand il partait en vacances, il faisait. Parlez bien dans votre téléphone. Parlez bien dans votre téléphone. Pardon, excusez-moi, c'est parce que j'ai bougé. Excusez-moi. Oui. On n'a plus que 5 minutes, Malika. Pardon ? On n'a plus que 5 minutes. Donc, D'accord. Il avait une copine en France, donc il était fiancé, entre guillemets, en France, et tout allait bien pour lui. Et puis, ils l'ont invité à leur mariage. Et puis, mon frère s'est retrouvé piégé, il s'est retrouvé marié avec une inconnue, leur cousine. Et aujourd'hui, il a la corde au cou, comme il dit. Il se retrouve avec 3 mômes qu'il n'a pas choisi, une femme qu'il n'a pas choisie. Et voilà. Voilà la fin de l'histoire. Au final... ça vous aura saccagé votre vie. Comment vous tirez le bilan de tout ça? Excusez-moi, j'ai un petit chat. Ça vous aura empoisonné votre vie en permanence, tout ça, en fait? Il n'y a pas de bilan à faire de ça. Jamais j'aurais imaginé que des êtres humains puissent torturer comme ça une personne comme ils l'ont fait. Jamais j'aurais imaginé que pour des papiers, pour de l'argent, pour un pied-à-terre, les gens soient autant crapuleux, parce que c'est de la crapulerie. Oui. C'est une bande de voyous en bande organisée. Ce sont des gens qui ne méritent pas, du moins mes 2 fils, ne méritent pas d'être en France, ne méritent pas d'avoir eu des papiers, ne méritent pas les sacrifices que j'ai faits pour eux. C'est fou parce que vous avez été sacrifié, votre frère a été sacrifié. Finalement, votre mère est partie triste comme la pierre, comme une pierre, comme on dit, en se disant que... Mais finalement, c'est de la manipulation permanente à partir de vos 14 ans dont vous avez été victime. Voilà. Et, c'est-à-dire à 20 ans d'intervalle, le père et le grand-père m'ont piégé moi et mon père. 20 ans plus tard, mes 2 fils ont piégé mon frère. C'est-à-dire la même famille a piégé 2 enfants de la même famille. Mais votre petit frère, oui. Parce que ce sont les questions qui se posent au 739-21, il ne pouvait pas refuser de se marier une fois là-bas? Écoutez, je ne sais pas du tout. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il vous dit quoi? Il vous dit, j'ai la corde au cou, j'ai 3 enfants. Il les a fait, ces 3 enfants, quand même. Ah oui, mais
Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Personne n'a su. Tout le monde était contre. Et il s'est retrouvé marié et il s'est retrouvé, voilà, il l'a ramené en France puisque lui il est français, donc elle a pu bénéficier d'un regroupement familial à la va-vite. Et elle lui a fait 3 gosses, il les a fait aussi, bien c'est 50-50. Ça n'empêche que, voilà, donc c'est la même famille qui a piégé Oui. un frère et une sœur de la même famille. Ils ont bousillé ma mère, ils m'ont bousillé moi, ils ont bousillé mon frère. Votre père Ils aussi, nous vous ont, n'évoquez ils pas ont, votre ils ont- père. Vous n'évoquez pas votre Pardon? père. Votre père, il en est mort de tout ça ou Oui, 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 il en est mort. Mon père, il est mort. C'est-à-dire qu'il est mort suite à une dispute avec mon frère, ce fameux petit frère. Ils étaient en Kabylie en vacances et je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, entre mon frère et mon père. Et mon frère, il a... je ne connais pas le fin fond de l'histoire, toujours utile, c'est qu'à cause de cette fille-là, mon père et mon frère se sont disputés et mon père a fait une crise cardiaque, il est mort. bon. Triste fin Voilà, pour toute cette famille. Bah, écoutez, j'espère, voilà. Malika, que cela vous aura Oui, fait du bien de raconter tout ça pour toutes celles et ceux qui vous ont écouté ce soir et qui ne connaissaient pas votre histoire. Hein. Peut-être ça ah les non. aidera à vous comprendre un peu mieux. J'espère aussi que ça vous a fait du bien de Oui, raconter tout je vous ça. remercie infiniment Je vous en prie. de m'avoir donné le temps de J'ai pouvoir... senti qu'il fallait vous donner le temps, que c'était important. Merci, Hein. merci beaucoup. Et puis, voilà, la vie continue. Vous avez votre fils Oui, encore aujourd'hui, donc oui. n'oubliez pas, il faut continuer ça. Hein. Ben oui, Bon. je vais essayer. On vous embrasse bien fort, Malika. Ben, je vous remercie infiniment. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, Malika. Au revoir, merci. Merci.